Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Hop, désolé, petit souci d'écho. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition des Chroniques d'Alira. Ça me fait hyper plaisir que cette première session ait lieu. Je suis Jérémy Wauquiez, je pense que quelques-uns parmi vous me connaissez peut-être, et on a la chance aujourd'hui d'être accompagnés par Cyril, Gaëtan et Ben, qui sont tous les trois formateurs chez Alira. Est-ce que pour les personnes qui peut-être vous rencontrent la première fois, en un mot, vous pouvez vous présenter ? Ouais, bien sûr. Du coup, bonjour, moi c'est Cyril Castagnet, je suis formateur des développeurs d'Alira. J'ai cette chance-là et je fais le cours, je suis aussi auteur de ce cours-là. Et voilà, et donc du coup, on va essayer d'amener un petit peu une touche technique à ce live. Yes. Top. Allez, j'enchaîne. Bonjour à tous. Gaëtan, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Moi, je suis formateur pour la formation consultant chez Alira et pour la formation finance décentralisée. En 2 mots. Hello, Ben, formateur au niveau du dev aussi et aussi créateur de la formation sur les NFT. Voilà. Merci beaucoup et salut à tous les alumni qui sont dans le chat. Ça fait hyper plaisir de vous voir. Bonjour à tout le monde, salut à toute la communauté. Vraiment hyper content d'être avec vous. On va commencer par un sujet qui a été un peu le sujet brûlant de ces dernières semaines. Et je veux bien évidemment parler de Ledger et de l'espèce de gigantesque shitstorm qu'ils ont pris sur le coin de la figure, il faut bien le dire, suite à la mise à jour, la tentative de mise à jour de la fonction Ledger Recovery. Notamment, de voir Eric Larchevêque écrire un message où il écrit qu'il est au bord des larmes, ça donne un peu une idée de l'ambiance à la fois chez Ledger et à l'extérieur. Peut-être on peut commencer par un peu poser les faits. J'ai envie de vous poser la question très simplement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement chez Ledger ? Tu veux faire un petit tour du propriétaire, Gaëtan ? Allez, j'essaye, je me lance. Alors globalement, Ledger a annoncé un peu du jour au lendemain, pour ceux qui ne suivaient pas de très près leur actualité, une fonction qui s'appelle Ledger Recover et qui permettrait de récupérer, de backup entre guillemets sa seed via un service centralisé au sein de Ledger. Donc en fait, votre seed qui est stocké dans votre Ledger pourrait être exporté de manière cryptée et shardée, mais ça c'est un détail dont on parlera plus tard, vers Ledger, qui ensuite la stockerait chacun de ces shards vers une entité centralisée censée être sécurisée. Et c'est quand ça a été annoncé, en soi on comprend l'idée, on comprend le concept, que sécuriser sa seed aujourd'hui c'est assez compliqué quand on ne connaît pas l'écosystème. Donc on comprend l'idée générale, mais ça a drastiquement choqué la population habituée à avoir un Ledger, parce que Ledger a toujours communiqué sur le fait qu'il n'était pas possible pour Ledger ou pour n'importe quelle mise à jour logiciel futur de récupérer sa seed. Et du jour au lendemain, Ledger nous annonce qu'en final, si, il était possible de récupérer cette seed et de l'exporter depuis son matériel informatique, ce qui paraissait assez choquant, puisque ça faisait quand même 2-3 ans qu'il nous disait tout le temps que ce n'était pas possible. Voilà, en 2 minutes, si je devais résumer ce qui s'est passé, c'est à peu près ça. Ouais, c'est genre on a oublié de vous préciser un truc. Au fait, à propos de vos seeds, on a oublié de vous dire un truc, quoi. Oups. C'est ça. Alors après, historiquement, quand tu remontes, et Eric Larchevêque il a bien expliqué, ils ont annoncé il y a plusieurs années qu'il était possible en fait d'exporter une seed si j'avais une mise à jour firmware. Mais les années passant et le marketing passant, ils ont fini par simplifier la communication et par dire qu'effectivement, il n'était pas possible d'extraire une seed de la Secure Enclave d'un Ledger. On a même, il y a des tweets qui ont été photographiés de la part de Ledger de ces 2 dernières années où ils écrivent textuellement cette information. Donc il y a plein, c'est là que vient le shitstorm en fait. Tu peux voir des tweets d'il y a 2 ans, il y a écrit votre seed ne pourra jamais sortir de votre ledger, et 2 ans après, on peut exporter votre seed et la sécuriser. Donc il y a un problème de communication, et effectivement tout ça en fait n'est qu'un problème de communication, puisqu'il a toujours été possible d'exporter sa seed, d'exporter une seed depuis un ledger au final. C'est pas que un problème de communication pour le coup. Derrière, ça reste aussi un problème de sécurité pour les utilisateurs. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une entreprise de sécurité. C'est une entreprise de sécurité qui te vend un service disant si vous utilisez notre produit, vous n'allez pas avoir de problème. Sauf qu'évidemment, on sait que avoir sa seed chez soi et la garder en sécurité, ça reste aussi un problème. Donc du coup, ils ont voulu rajouter une couche de sécurité avec justement ce côté recover, avec ce côté on peut retrouver sa seed. Si vous l'avez mis sur un bout de papier, que vous l'avez oublié, machin,
vous allez pouvoir quand même la retrouver. Donc, c'est encore une fois un service de sécurité. C'est ça part fondamentalement d'une bonne intention, parce que la ligne de défense de Ledger, ça consiste à dire, mais rendez-vous compte, ma mère ou ma grand-mère ou ma grande-tante qui n'est pas très douée pour manipuler de la crypto, si elle n'a pas le bouton mot de passe oublié, elle est perdue, quoi. Donc il faut lui mettre un bouton mot de passe oublié. Exactement. C'est ça. Mais du coup, c'est à double tranchant, ce truc-là. Parce que toutes les promesses de sécurité qui étaient liées justement au fait que l'on garde chez soi sa propre seed, étaient d'un coup perdues. Et en plus de ça, il y a plein d'effets qui se coulent qui viennent se rajouter avec. Qu'en est-il des entreprises qu'ils ont choisies pour justement envoyer les artefacts de la seed? Dans quelle mesure ils sont en capacité de s'assurer de leur sécurité à elles, à ces entreprises? Dans quelle mesure ils sont en capacité de mesurer finalement la sécurité de ces entreprises et même la propre sécurité de Ledger, alors même qu'ils ont déjà subi eux-mêmes des fuites de données? Il y a plein de trucs qui sont pas si évidents que ça à gérer. À partir du moment où on décide de réenvoyer en fait les seeds en ligne, et qu'aujourd'hui ils ont du mal finalement à bien faire accepter par les gens, et si le shitstorm il a commencé, il est toujours pas inexistant aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais en fait, il y a deux choses. Si le service en tant que tel qui est proposé, il peut être intéressant, c'est le fait d'imposer ce service à tous les matériels déjà préexistants et d'imposer une mise à jour à tout le monde, qui fait que désormais, sur tous les firmware, donc les micro-logiciels de tous les ledgers du monde, on aura cette option de venir exporter une clé privée. Et cette différence de communication avec les années passées, où on vous disait il sera impossible et Ledger ne pourra jamais, sous aucun prétexte, exporter votre seed, c'est ça qui a créé le shitstorm initial en fait. Après, une fois le shitstorm résolu, et on va voir comment, effectivement, même le service en tant que tel est peut-être discuté. Est-ce que vraiment les entreprises qu'ils ont choisies sont sécurisées? Est-ce que c'est pertinent de faire leur solution? Ça, c'est encore un autre débat. Mais même sans parler de la solution en tant que telle, le fait de l'imposer à tous leurs utilisateurs et donc de mettre cette mise à jour logicielle pose question et crée un problème de discours avec ce qui avait été fait les années précédentes. Ouais. J'ai l'impression que là où il y avait il y a eu une vraie erreur de communication, c'est qu'effectivement, ils ont laissé entendre que la sécurité, elle était matérielle, notamment avec le fait de mettre en avant ce fameux secure élément qui, en fait, est surtout un mécanisme qui permet d'empêcher d'attaquer physiquement, de regarder physiquement ce qui se passe sur la puce. Mais ils ont quand même laissé entendre que effectivement la seed ne pouvait pas sortir de la clé et que c'était une protection qui était physique. Et en fait, ce dont le grand public, parce que en vérité, les développeurs qui travaillaient sur les applications Ledger, ils le savaient déjà. Les gens qui faisaient des jeux, c'est pas comme si c'était caché dans la documentation technique de Ledger. C'était annoncé clairement dans la doc technique de Ledger. Mais le grand public et beaucoup de monde, y compris des gens qui utilisent couramment leurs produits, ont découvert qu'en fait la protection elle était logicielle et pas matérielle. Et qu'un logiciel ça se change, un logiciel ça se corrompt, un logiciel ça s'update. Et ça a été effectivement une douche froide pour beaucoup de monde, quoi. En fait, on a toujours fait confiance à Ledger dans la mise à jour du logiciel qu'il nous proposait. Et il a toujours, depuis le tout début de Ledger, été possible de télécharger ou d'installer un firmware honnête ou pas, d'ailleurs, qui pouvait exporter la seed. On sait juste que ce n'était pas communiqué ainsi ces dernières années et que la plupart des utilisateurs, dont vous et moi, je pense, j'en faisais partie, ne savaient pas, n'étaient pas au courant. Et même de nombreux experts en cybersécurité qu'on a pu croiser sur Twitter semblaient étonnés de cette nouvelle, en fait, en l'apprenant. Mais ça a toujours été possible, c'était juste un problème de communication initiale. Ouais, c'est ça. Mais du coup, comment ils ont géré leur communication maintenant? Je sais pas si Ben, t'as un peu vu ça. Non, écoute, j'ai pas vraiment vu, mais effectivement, ça me semble plutôt être un problème de communication. C'est un peu un nouveau positionnement pour eux, quoi. Et ils proposent un nouveau ça rajoute de la service. centralisation quand même aussi. À mon avis, c'est plutôt. L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais c'est un peu mal amené, quoi. Est-ce que vous estimez que Ledger est encore une entreprise qui est sécurisée et qui est digne de confiance pour mettre les pieds dans le plat? Déjà, moi, je pense pas que je pense pas que ce qui vient de se passer changera mon avis sur Ledger. C'est plutôt moi la fuite de données qu'il y a eu en 2020, de mémoire c'était 2020, sur les données personnelles qui a fait baisser Ledger dans mon estime personnelle, on va dire ça comme ça. Je pense que je leur ferai toujours confiance d'un point de vue matériel, mais pas forcément d'un point de vue gestion de données ou quoi que ce soit. Donc je n'aurai jamais confiance, par exemple, pour moi, sécuriser ma seed avec 3 shards avec leur système. Ça, jamais de la vie. Par contre, est-ce que j'ai confiance dans leur propre système pour mon utilisation habituelle?
Je pense que oui, j'aurais toujours confiance aujourd'hui dans l'entreprise. Ok. Disons qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'alternatives non plus intéressantes. Effectivement, là, on a dans le chat, des personnes qui postent qu'ils ont commencé à faire marche arrière, et c'est vrai, hein, on n'en a pas encore parlé, mais la parade, et à mon avis, c'est plutôt une bonne option, hein, la parade qui a été trouvée par Ledger, c'est de dire que toute la fonction recovery sera en open source et du coup pourra être auditable. Parce qu'effectivement, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que une autre partie du problème, c'est que le code de Ledger est en fait en source fermée, hein. Donc du coup, il est audité, mais il n'est pas audité publiquement. Est-ce que ça vous paraît être une bonne piste de sortie? Bah, pour le coup, pour ma part, c'est un peu à double tranchant. Rendre le code open source, c'est déjà un premier risque. C'est se taper un risque que, étant donné qu'on connaît le code, on peut venir avoir une surface d'attaque plus facile, déjà, premièrement. Mais deuxièmement, et c'est surtout ça qui est à prendre en compte, c'est que l'open source, n'a jamais amené le fait que le code soit sûr à 100%. Et deuxièmement, ça n'a jamais amené le fait que on sache vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de la ledger. C'est pas parce qu'on donne un code que ce qu'il y a dans la ledger est vraiment le code qui nous est donné. Et si je dis ça, c'est notamment par des formations professionnelles et par ce que j'enseigne. Dans la blockchain, typiquement, ce qu'on enseigne, c'est... C'est qui parle là. Bah ouais, exactement. Tu vois, genre quand tu crées du code, éventuellement, tu vas le mettre sur GitHub, tu vas le partager avec tes collaborateurs ou ce genre de choses. Et à un moment, si tu as envie de faire en sorte que ton code soit complètement safe et que tes utilisateurs puissent savoir que ton code est safe, il faut, en plus de ton GitHub, le mettre sur ce qu'on appelle des explorateurs de blocs, comme un Etherscan ou ce genre de choses, et les faire vérifier. Donc en gros, on a le bytecode qui est sur la blockchain, et quand on a le code, on peut vérifier du coup que c'est le bon. Et si on a ces éléments-là, on est sûr que ce qu'il y a sur la blockchain, c'est le code qu'on a proposé. Là, sur la Ledger, on n'en sait rien. Et donc, la mise en place d'un code open source sur Ledger, c'est quelque chose de trop compliqué, sur lequel, à partir du moment où on a fait une crasse une fois, en fait, est-ce qu'on va avoir confiance dans le code qu'il nous donne? Et enfin, dernier élément, moi, quand même, que j'ai en tête, et j'ai regardé juste avant le live, la FAQ de Ledger sur les propos de Recover, c'est qu'ils ont décidé de ne faire qu'un seul firmware comprenant Recover. Ils ne laissent toujours pas, en tout cas, ils n'ont toujours pas annoncé la volonté de créer 2 firmwares différents, un firmware avec Recover, un firmware sans Recover, pour les gens qui le souhaitent. Et selon eux, c'est dans l'idée d'avoir toujours des firmwares mis à jour pour tout le monde, top of the edge, sur la technologie, machin. Le truc, c'est que c'est juste une privation de liberté sur quels sont les firmwares que l'on décide de mettre à l'intérieur de notre objet physique. Donc, tout ça, c'est un peu problématique parce qu'ils pourraient très bien décider demain de dire, ok, on fait 2 firmware, un firmware qui sera mis à jour moins régulièrement sur le Recover, un qu'on vous invite à installer, et basta. Il n'y aura plus de problème. En tout cas, la communication serait bien plus simple. Mais ils ont décidé de s'enfermer dans un délire de communication sur open source en pensant que c'est top, mais en réalité, en tant que développeur, je trouve pas ça complètement satisfaisant. Je trouve pas ça suffisant en fait. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Cyril, c'est que en nous imposant le recovery sur tous les firmware, on crée une nouvelle surface d'attaque sur tous les ledgers existants. Donc, dans tous les cas, effectivement, on doit avoir confiance dans Ledger. Et comme il expliquait, un hardware wallet, c'est par défaut de la confiance parce que tu peux avoir le code audité et open source autant que tu veux. On ne sait pas le code réel qui a été mis dans le Ledger. Et donc, tu fais quand même confiance au manufactureur pour créer l'objet et te l'envoyer avec la version en question. Donc, je crois qu'Éric Larchevêque le dit très bien dans son post. Avoir un hardware wallet, malheureusement, dans tous les cas, c'est être obligé de faire confiance à la personne qui crée ce hardware wallet. Et tu ne peux pas sortir de ça. C'est inhérent au produit, en fait. Par contre, le fait de nous forcer à télécharger un firmware qui a cette nouvelle surface d'attaque, qui nous dit qu'au final, il ne sera pas possible pour un acteur tierce ou une API tierce de venir exploiter ce sharding de seed en trois parties pour l'extraire pour lui-même, on n'en sait rien. Et peut-être que ce sera protégé, peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est bête de nous l'imposer. En fait, on pourrait tout simplement l'enlever et, comme l'a dit Cyril, mettre 2 firmwares différents, un qui possède l'option, un qui ne le possède pas. Donc on verra bien quand ils auront rendu le code open source, mais je trouve effectivement la politique un peu dommage. Le fait de rendre tout open source, alors ils vont pas tout rendre open source parce qu'ils peuvent pas rendre open source la Secure Enclave par défaut, sinon elle est moins protégée. Et en plus ils ont des NDA avec l'opérateur qui crée la Secure Enclave en question, donc ils peuvent même pas le faire. Mais je suis pas sûr que ça résoudra le problème. Par contre, c'est une bonne communication, ça résout bien le problème de communication, je trouve, en termes de public relation. Ce qu'ils ont sorti ces derniers jours, ça a un peu calmé le jeu. Donc je pense qu'ils ont plutôt réussi leur deuxième communication, leur deuxième vague.
Il y a Silver qui met un message que je trouve très intéressant et je voulais en parler. Il nous met le problème, c'est que le fait qu'ils soient obligés de divulguer ces infos en cas de décision de justice, pour moi, c'est un point bloquant. Ils peuvent dire qu'on ne pourra pas arriver, ça ne pourra arriver que pour les trucs graves, genre terrorisme ou trafic de drogue. La réalité est tout autre. Ce sera comme pour les saisies sur salaire et compagnie, très rapidement. On ne sait pas jusqu'à où ça ira, mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, c'est le port d'entrée, quoi. Le CEO l'a d'ailleurs reconnu au détour d'un space Twitter que à partir du moment où ils sont où ils sortent l'acide, finalement l'acide est accessible, très clairement, s'il y a une décision de justice, ils vont en fait être obligés de donner l'acide. Pour ceux qui utiliseront le service, hein. Mais oui, tout à fait. Pour ceux qui seront KYC, qui utiliseront le service, pas pour les gens qui n'utiliseraient pas. Ouais, et en plus de ça, moi, il y a plein de trucs qui rentrent en compte dès qu'on commence à parler de KYC. On sait très bien que le KYC, ça a aussi ses limites sur Internet. Et qu'en est-il de si demain j'ai envie de récupérer l'acide de quelqu'un dont j'essaye d'extorquer les fonds et d'usurper l'identité, si je me retrouve avec ces papiers d'identité et un moyen quelconque en webcam de montrer que je suis cette personne, en réalité, je vais peut-être aussi pouvoir récupérer l'acide. Donc c'est une nouvelle porte d'entrée pour plein d'arnaques qui sont liées finalement à ce système-là de KYC. Donc en vrai, j'ai l'impression que c'est une mise à jour de sécurité pour Madame Michou qui a peur de perdre sa CID, mais pas pour 90% des utilisateurs de Web3 qui sont pour la plupart informés des problématiques de sécurité dès lors qu'ils achètent une Ledger. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils n'ont pas segmenté leur marché et décidé d'offrir un simple service custodial, en fait. Parce que franchement, une fois que tu es rendu au fait de répartir l'acide en 3 artefacts sur des entreprises tiers, etc., en fait, tu t'offres un service de custodian pour Madame Michu. Ça va plus vite. Tu as sa fonction de récupération de mot de passe. Tu gères ton KYC comme une entreprise sérieuse. Et les gens qui sont un peu plus crypto hardcore et qui ne sont pas gênés par le fait d'écrire sur des morceaux de papier ou de mettre ça dans des coffres en banque ou dans des coffres enterrés dans les forêts ou je ne sais pas trop où, ils le font, quoi. Je pense que c'est un point de vue réglementaire. Avoir la custodie, réglementairement, ça implique des choses très différentes de juste de ce qu'ils viennent de créer, sans doute. Tu passes sans doute PSAN, je ne sais pas, ça peut être plus compliqué. Mais après, en 2023, à l'heure, on a plein d'autres technologies en fait, à l'heure de l'account abstraction ou encore des MPC, c'est les wallets multi-party computation. C'est étonnant qu'ils aient choisi cette option en fait, de prendre l'acide en entière, de la sharder et d'avoir 100% de l'acide stocké chez des entreprises centralisées. Le MPC, tu as 50% qui est dans une entreprise centralisée et 50% stocké chez toi. Et l'entreprise ne peut rien faire sans ta propre clé privée. Donc c'est étonnant qu'ils aient fait ce choix de technologie en 2023, dans tous les cas. Il y a une question par contre à laquelle je voulais répondre qui est vachement intéressante qu'on nous pose dans le chat, c'est quel type de ledger sont touchés. Donc si vous voulez peut-être, je ne sais pas si vous avez fait le tour, parce que tous les ledgers ne sont pas touchés. C'est ça, les premières ledgers NanoS ne sont pas touchées par cette mise à jour, donc elles n'auront jamais l'option recover. Alors que les ledgers NanoS, c'est quoi le nouveau nom NanoS Plus, non NanoS Plus, je crois. Ledger NanoS Plus et les NanoX. Ouais, t'as l'ancienne, toi. NanoS. Ouais, c'est l'ancienne. Ça, c'est the good old one. Ouais. Voilà. Les mecs qui affichent leur NanoS publicitaire, quoi. Les hommes sont ceux-là ne seront pas touchés. Et il y a les NanoS Plus et les NanoX seront touchés en bien ou en mal, selon dans quel camp vous vous trouvez, mais par cette mise à jour. On avait aussi une question un peu avant de AmanaDB. C'est un service payant, non? Elle disait, elle disait ça. Ouais. Oui. En plus, effectivement, c'est payant. Le prix, c'est 9 € par mois. 9 et des pètes 9,90 Ouais, c'est ça, ouais, 9 € par mois. Moi, j'ai l'impression que ça fait partie des motivations. Peut-être du fait de pouvoir avoir un service Ledger, c'est une boîte qui te vend un produit une fois et après, en vrai, tu ne rachètes pas tous les 3 jours une nouvelle Ledger, quoi. Tu vas en racheter de temps en temps quand tu fais une mise à jour. Et là, c'est vrai que c'est un truc qui leur permettait d'avoir un revenu récurrent. Je pense que c'est pas. Ça passe encore moins bien, quoi. Le principe d'abonnement, moi je sais que je déteste le principe d'abonnement. Tu vois, genre Netflix, etc., c'est mort, quoi. Ça plaît énormément aux investisseurs, malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est un peu la mode, je pense. Aujourd'hui, la plupart d'entreprises partent sur ce subscription model où il faut à tout prix avoir de la récurrence de chiffre d'affaires, en fait. De revenu, complètement. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet?
Je pense qu'on n'est pas trop mal, ouais. Du coup, s'il y a des commentaires qui sont intéressants, n'hésitez pas. Est-ce qu'on aurait oublié un point Par contre, je sais qu'il y a quelqu'un qui a Si. demandé qu'en est-il des autres entreprises qui font des hardware wallets. Je sais que Trésor s'est retrouvé avec un problème récemment de sécurité. J'ai pas creusé le point, mais j'ai vu que c'était le cas. En fait, Et en fait, physiquement, avec un trésor, tu peux accéder à la seed. Quand tu as enfin, accès au D'accord. trésor en physique. C'est ça leur Ok, problème. donc Mais c'est- c'était déjà. Enfin, Ça a déjà eu lieu il y a plusieurs années et ça a de nouveau eu lieu cette semaine lors de la publication d'une vidéo article sur le sujet. Nice. Ouais. Par contre, un point que je voulais mentionner qui est super important, c'est que pour vous protéger de tout ça, vous pouvez utiliser le 25e mot qui est proposé par Ledger. Ledger vous propose en fait ils appellent ça la passphrase, mais c'est un 25e mot supplémentaire aux 24 mots de la seed. Et en choisissant, je vous invite tous à le faire, un 25e mot qui est en fait un mot qui sort du BIP 39, donc c'est pas les 2000. Je sais jamais si c'est 2024 ou 2048. 2048. Ouais, je sais jamais. Ça sort de cette liste-là. En fait, c'est un mot que vous choisissez vous-même entre 0 et 100 caractères qui accepte les majuscules, les minuscules et les caractères alphanumériques. Donc vous êtes vraiment tranquille, vous pouvez créer un mot d'une complexité énorme. Et ça, c'est pas backupé par le système de recovery. Et ça vous protégerait même en cas d'exploit, enfin de hack qui viendrait voler votre site à cause de cette nouvelle surface d'attaque. Donc on ne peut que vous inciter à utiliser ce 25e mot. C'est pas très compliqué à mettre en place pour vous protéger. ne perdez pas. Et ne perdez pas. Ou sinon, vous pouvez en effet, comme le propose Juju, en tant qu'ancien d'Alira, let's go créer un hardware wallet. C'est aussi une option. Ça demande un petit peu d'ingénierie quand même. Ouais, c'est un peu de travail. C'est un peu de travail. Bon, bah trop bien. Et ben, sujet suivant. Ethereum à l'arrêt. Ah là là, Alors, est-ce que Ethereum s'est vraiment retrouvé à l'arrêt en PLS complète ou est-ce que la blockchain a simplement tout sauté pendant quelques minutes, ne réussissant pas à récupérer la finalité? Qu'est-ce que ça nous apprend sur le nouvel algorithme de consensus sur Ethereum? Est-ce qu'il est robuste ou pas? Quelles sont les leçons à tirer? Est-ce que si vous avez un nœud à la maison, il faut que vous fassiez une mise à jour de toute urgence ou pas? C'est ce que vous allez savoir dans quelques instants. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet événement? Je pense qu'on peut faire comme pour Ledger, un état des lieux État des lieux. Ok, donc en gros, pour essayer de résumer ça quand même assez rapidement, sinon on pourrait littéralement en parler pendant des heures. Depuis le passage au Proof of Stake et même un petit peu avant pour la Beacon Chain, il existe donc un nouvel algorithme de consensus qui permet deux choses. Un, d'avoir ce qu'on appelle une finalité, et deux, d'avoir quand même un système de ce qu'on appelle la liveness, donc c'est le fait d'avoir toujours disponible la blockchain. Donc ce double consensus s'appelle Gasper, qui est un mélange entre Casper pour la finalité et Ghost pour justement ce côté liveness. Ce truc-là, donc Gasper met en place deux éléments. Donc, comme je disais, la finalité, c'est le fait de dire qu'on a des checkpoints. C'est de dire que au bout d'un certain moment, au bout d'un certain nombre de blocs qui ont été mis, on sait de manière sûre et certaine que la chaîne de blocs est valide complètement et sécurisée jusqu'à un tel point. Donc, ce truc-là, il est super intéressant. Le problème, c'est que des fois, on n'arrive pas forcément à gérer ce checkpoint. Et c'est ce qui s'est passé, justement. Mais du coup, quand cet élément-là ne marche pas, on passe sur l'autre algorithme qui est le côté liveness, qui est donc le ghost, et qui permet de dire que, ok, peu importe ce qui se passe, peu importe si on a des checkpoints ou pas, on est sûr qu'on peut continuer la chaîne du moment qu'on est capable de voir quelle est la chaîne de blocs, quelle est littéralement la ligne que l'on va prendre qui possède le plus d'attestations mises en place par les validateurs. Donc ce truc-là, ce double algorithme, Ghost et Casper d'un autre côté, permettent justement d'avoir une sécurisation forte et de deux, un côté liveness. Et pourtant, on s'est retrouvé justement dans un cas où la finalisation n'a pas forcément bien fonctionné et où c'est la liveness qui a repris son compte. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de choses à en dire du coup, Gaët? Mais en fait, pour aller plus loin, les deux consensus dont tu parles, ils ont tout le temps lieu en parallèle. C'est-à-dire que c'est pas on passe pas de l'un à l'autre, c'est tout le temps, il y a les deux en parallèle. Et à chaque bloc, on a un consensus qui est déterminé par LMD Ghost qui permet de savoir quelle est la chaîne canonique. Donc, quelle est la chaîne la plus longue. Ça reprend en fait exactement la même idée
que le consensus de Bitcoin, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle le Nakamoto Consensus. On prend la blockchain la plus longue, celle qui a le plus de poids, qui a le plus de difficulté totale. Ethereum en Proof of Work fonctionnait pareil. Et bien en fait, tous les blocs, les uns après les autres, fonctionnent par défaut avec LMD Ghost, qui est le principe de la blockchain qui a le plus d'attestations. Donc c'est pas la blockchain qui a le plus de difficultés, cette fois-ci c'est la blockchain qui a le plus d'attestations. Et ça, en fait, tant qu'on a au moins 3 validateurs sur Terre qui sont live, ce consensus, il perdure. Donc, même si on est en 3e guerre mondiale et qu'on perd 80% des validateurs d'Ethereum, la blockchain continuera à tourner parce que c'est juste le bloc qui aura le plus d'attestations qui gagne. S'il y a 3 pauvres validateurs, on aura 3 attestations, bah, ce sera ce bloc-là qui sera considéré comme le bloc, entre guillemets, canonique, de la chaîne canonique. Ça a lieu tout le temps, en permanence, entre chaque bloc. Mais par contre, tous les 32 blocs, on a un finalité gadget qui est vachement intéressant, qui s'appelle Casper, je vais y arriver. Casper, voilà, c'est le friendly fantôme de Petit fantôme. The Friendly Finality Gadget, je crois, initialement, c'est ça, de Casper, qui vient en fait utiliser les propriétés de Byzantine Fault Tolerance, donc c'est les fameux BFT, où il faut qu'on ait 66% des validateurs qui soient d'accord pour finaliser un bloc, de manière générale. Donc ce qui se passe, qu'a bien expliqué Cyril, c'est que tous les 32 blocs, on a en fait tous les validateurs qui se sont exprimés au moins une fois. Il faut attendre 32 blocs pour que tous les validateurs du réseau se soient exprimés au moins une fois. Et si au moins 66% d'entre eux sont d'accord, on peut finaliser l'entièreté de ces 32 blocs. Je simplifie parce qu'il faut 2 époques normalement pour finaliser, mais c'est un peu ça l'idée. Ouais, donc pour aller plus loin, les blocs terminaux entre 2 époques. Enfin bon, bref. Ouais, c'est les blocs de l'époque précédente en fait, que tu finalises, mais on va pas rentrer dans ces détails. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut ces 66%, et que ces 66%, c'est pas un chiffre qui sort de nulle part, ça vient en fait du consensus qui s'appelle le Byzantine Fault Tolerance. Plus exactement, c'est le Practical Byzantine Fault Tolerance, peu importe. Quand on perd ces 66%, on perd cette possibilité de finaliser des blocs, donc on n'a plus de finalité déterministe, on n'a plus de finalité garantie, on retombe en fait sur le consensus qui continue à perdurer dans tous les cas, qui est LMD Ghost, et qui est le consensus de la chaîne la plus longue, qui lui a une très très forte disponibilité, mais parce qu'il est là tout le temps, comme je vous l'ai expliqué, s'il y a 3 validateurs sur Terre, la blockchain perdure. Par contre, on n'a pas de finalité déterministe, on a une finalité probabilistique, ça veut dire qu'il est probable que le bloc soit finalisé, mais par contre, si quelqu'un d'autre fait un fork, revient sur les blocs précédents et crée plus d'attestations que vous, bah, il peut créer la blockchain la plus longue et vous remplacer. On appelle ça une réorganisation, et donc on n'est pas sûr à 100% que le bloc qui vient d'avoir lieu soit finalisé. Ce qui est le fonctionnement de Bitcoin aujourd'hui, en fait, globalement. Et des réorganisations, il faut voir qu'il y en a déjà qui ont eu lieu. En mai 2022, notamment, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure aussi, dans l'historique, il y a déjà eu pas mal de réorganisations. Ça avait commencé en 2022, avant même The Merge, sur la Bitcoin Chain. Et donc, du coup, c'est quelque chose dont on est au courant et sur lequel la blockchain est complètement transparente sur cette idée-là. On sait qu'il peut y avoir des modifications jusqu'au moment où il y a un checkpoint. Donc, justement, amené par Casper. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Casper est tombé, justement, on a eu ces critiques que la blockchain est à l'arrêt, mais en fait, il faut bien comprendre que la blockchain, elle est revenue dans le stade du proof of work. C'est-à-dire qu'elle est aussi finalisée que quand on était en proof of work sur Ethereum, ou aussi finalisée que quand on est en proof of work tous les jours sur Bitcoin. On était vraiment sur une finalité probabilistique, où on n'est jamais certain qu'on ne peut pas remonter de 2 blocs avant avec une réorganisation. Mais à part le fait qu'on soit retombé sur ce type de finalité-là, bah, il ne s'est rien passé. La blockchain a marché très bien. Vous pouvez continuer à l'utiliser, à faire des transactions. Tout se passait très bien. On a juste perdu ce fameux gadget de finalité, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation? Parce que, bon, effectivement, d'autres blockchains, je pense que dans une situation pareille, elles auraient juste été à l'arrêt. Hein. Je vais pas tirer sur l'ambulance, mais on pense entre autres à Solana. Donc, ok, on revient au stade probabilistique et plus déterministe de la validation. Néanmoins, c'est quand même un événement, même si la chaîne a continué, même si Ethereum n'était pas tout à fait à l'arrêt. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation? C'était quoi le problème pour vous? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des mises à jour sur Prism, notamment, qui est l'un des consensus clients les plus utilisés aujourd'hui sur Ethereum. Et en fait, sur ce consensus client, il s'est trouvé qu'il y a un système de cache des anciennes attestations, notamment. Je peux peut-être juste expliquer, donc, pour les gens qui ne sont pas les plus précis. Donc, Ethereum, vous avez différents clients. Donc, Ethereum, c'est un protocole et vous avez différents clients qui implémentent ce protocole. Et donc, chaque client code en quelque sorte, en code, en langage informatique, les règles du protocole Ethereum.
Exactement. Exactement. Et du coup, maintenant, il y a 2 types de clients. Depuis le passage au proof of stake, donc depuis le passage au consensus où les gens mettent de l'argent et arrêtent de faire travailler des machines à fond perdu. Globalement, maintenant, on a ce système-là de double client où il y en a un qui regarde la blockchain et qui fait les blocs et qui regarde les transactions et ainsi de suite. Et il y en a un autre qui gère uniquement la validation des blocs. Qui va valider le prochain bloc? Qui va gagner de l'argent justement grâce à cette validation et aux attestations qui vont être données? Donc, il y a justement ces deux clients-là qui existent pour bien faire tourner toute la blockchain. La problématique étant que sur donc, le consensus client qui fait tourner la Beacon Chain, sur le consensus client, il s'est retrouvé Prism s'est retrouvé à avoir un système de cache qui avait du mal en fait à suivre l'ensemble des attestations et des messages qui étaient envoyés sur des anciens blocs. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il a commencé à avoir du délai, et un délai qui n'était pas rattrapable, et ce qui s'est retrouvé à ne pas donner les attestations nécessaires pour la validation de certaines époques. Donc, ce truc-là s'est retrouvé un peu, malgré la bonne volonté de l'ensemble des clients blockchain, ça s'est retrouvé complètement un peu bloquant pour en tout cas le système Casper, pas pour le système Ghost. Et ce qui a empêché finalement d'avoir cette finalité, donc ces checkpoints. Et ces checkpoints. Pardon ? Ils se sont fait des doses. Ouais, c'est ça, si tu veux, il y a eu clairement un déni de service sur les clients utilisant Prism. Bon, et du coup, ce qui est chiant, c'est que ça a amené un truc qui était une sorte de bombe nucléaire, en tout cas telle qu'elle a été théorisée à la base, qui était ce qu'on appelle l'inactivity leak. Est-ce que tu veux en parler, Gaëtan, de l'inactivity leak ? Ouais, ou peut-être Ben, je sais pas si tu préfères le décrire. Je peux le Ouais, faire. je crois qu'il est- Ouais, il est vas-y dépêché. Gaëtan. Ok, ça marche. Le concept d'inactivity leak, en fait, c'est justement pour le jeu réseau cherche à retomber dans un état de finalité. Donc, on cherche à ce que 66% des validateurs valident au moins les époques de toutes les 32 blocs pour avoir cette finalité déterministique. Et donc, le réseau, naturellement, il va se soigner, il va s'autoréguler pour retomber dans ce scénario de 66% de validateurs qui sécurisent le réseau. Et pour faire ça, il va en fait sanctionner toutes les personnes qui sont actuellement hors ligne. Donc, quand le réseau passe en dessous des 66% de validation, on a une sanction de toutes les personnes qui sont hors ligne, toutes les personnes qui ne sont pas en train de valider, qui ont leurs clients à l'heure actuelle, leur nœud Ethereum, leur validateur Ethereum qui ne fonctionne pas. Ça s'appelle l'inactivité leak. Et c'est pas une sanction, ça rentre pas dans ce qu'on appelle le slashing, il n'y a pas de sanction immédiate. Ça ne rentre pas dans les conditions du slashing, on ne perd pas un Ether sur ces 32 qu'on possède. On a simplement une fuite en fait, qui a lieu à chaque époque. Donc à chaque époque où on n'est pas connecté, on perd un tout petit peu d'Ether. Et on en perd à chaque époque où on est déconnecté, tant que les 66% ne sont pas atteints. Dès que les 66% reviennent, cette fuite, donc fuite d'inactivité, inactivité leak, s'arrête et on arrête de perdre des Ethers. Et quel est le but ? En fait, c'est très simple, c'est que si vous avez par exemple, le scénario qui est facile à comprendre, c'est que vous avez la moitié du globe qui est déconnecté d'Internet, ou qui n'a plus d'électricité, troisième guerre nucléaire. On se retrouve avec 50% des validateurs, par exemple, qui sont déconnectés du jour au lendemain. On n'aurait pas moyen en fait de revenir nativement vers les 66%. Le réseau, il ne pourrait pas se réguler tout seul. On aurait 50% d'offline, 50% de online. Donc ce que le réseau va faire, c'est qu'il va diminuer la part petit à petit des 50% offline. Donc à chaque époque, ils vont perdre un petit peu d'Ether, un petit peu d'Ether, un petit peu d'Ether, faisant diminuer leur part relative. Donc ces 50%, ils vont devenir 45%, 42%, 40%, jusqu'à ce qu'ils deviennent moins de 33%. Et donc les validateurs qui sont eux en ligne et qui sont restants deviennent majoritaires sur le réseau. On retombe sur les 66% et on retombe sur la finalité déterministe. Donc c'est juste ça, en fait, c'est sanctionner les personnes qui sont en ligne pour que le réseau se soigne par lui-même. Et puis quand c'est un problème logiciel, ça fait que les teams qui sont derrière les clients qui posent problème sont un peu motivés parce que chaque époque qui passe, les gens qui utilisent le client perdent de la thune, quoi, pour le dire très simplement. Exactement. Mais même tout le monde perd de la thune en réalité, parce qu'il y a l'opportunité de gagner de la thune qui n'existe pas. Exact. Même pour les gens qui valident bien, qui continuent à utiliser les bons logiciels, bah, en fait, tant qu'il y a cette inactivity leak, eh bien, en fait, il n'y a pas de rewards qui sont donnés aux gens qui valident bien. Et ça, c'est fait pour se protéger, en fait, pour ne pas avoir besoin. Sinon, on pourrait avoir des incitations à attaquer l'autre client ou le concurrent ou je sais pas, les États-Unis pour que leur nœud validateur tombe et que du coup, nos nœuds validateurs à nous prennent plus de valeur, parce que ça ferait une perte d'Ether avec l'inactivité leak. Il y aurait cette incitation à attaquer l'autre. Le fait de dire on sanctionne ceux qui sont déconnectés, mais vous, on vous récompense pas ceux qui sont connectés, ça enlève cette incitation d'attaque, en fait.
Et truc intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de sous qui n'ont pas été donnés ou alors de sous qui ont été enlevés. Ça ne reste entre guillemets que 50 ETH. Donc c'est pas non plus tant que ça sur l'ensemble. Au total, tu veux dire Ouais, c'est ça, au 50 total. étages qui ont été perdus. Ouais. Ouais, ou non gagnés. Donc c'est pas tant que Oui, ça, mais exact. bon, c'est quand même 50 ETH qui n'ont pas été distribués. Parce que ça n'a pas duré très longtemps. Parce que l'inactivité leak, ça active de mémoire quand il y a 4 époques d'affilée qui ne finalisent pas. Donc quand on a 4 fois 32 blocs d'affilée qui ne sont pas finalisés, l'inactivité leak s'enclenche automatiquement et elle perdure jusqu'à ce qu'on revienne à la normale, enfin au 66%. Et ça a duré de mémoire, si je ne me trompe pas, il y en a eu 2 en fait coupures. La première a duré que 3 époques, donc il n'y a pas eu La d'inactivité deuxième, leak. 8. Et la deuxième, 8, donc il y a eu 4 époques d'inactivité leak. Et en 4 époques, c'est rapide, hein, c'est 4 fois 6 minutes, donc 24 minutes. En 24 minutes, on a quand même perdu 50 Ethers. Donc on comprend que si le problème il est plus massif et que ça dure 2 jours, la perte elle va être assez conséquente quand même. Ouais. Il y a Carrément. beaucoup de gens qui vont être tristes. Et du coup, Exactement. moi, ça m'amène 2 grandes réflexions et 2 grandes conclusions, finalement, tout ce qu'on a pu évoquer techniquement. La première, c'est que faire un protocole de blockchain, c'est compliqué. C'est peut-être con, hein, mais en gros, c'est un truc qui vient régulièrement quand on regarde un petit peu les réseaux distribués sur les documentations scientifiques. On arrive sur ce qu'on appelle le théorème CAP. Donc, c'est le fait d'être consistant, donc d'être toujours sécurisé, le safe. Le fait d'être toujours available, donc c'est le A, le fait d'être toujours disponible. Et le fait d'être en même temps partitionnable. Donc, c'est-à-dire si à un moment, d'un coup, comme en parlait Gaëtan, 2 régions du globe se séparent, avoir un système qui peut complètement quand même survivre. Alors, le partitionnable, il n'existe quasiment pas, mais déjà réussir à être safe, réussir à être sécurisé et réussir à être available tout le temps, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Et Ethereum le fait quand même assez bien. Si je dois en tirer une conclusion pour ma part, c'est que Ethereum le fait assez bien en mettant justement en place 2 systèmes assez différents qui cohabitent l'un avec l'autre, qui permettent d'avoir une grande sécurité amenée par le Casper avec cette chaîne canonique, et en même temps, de l'autre côté, la chaîne probabilistique qui est amenée par Ghost. Et du coup, ce qui fait d'Ethereum un réseau qui est sain, finalement, qui même quand il y a des problèmes sur le réseau, parce qu'il y a des gens qui ont un nœud qui commence à foirer parce que les développeurs ont peut-être fait une petite bourde à un moment, eh bien en fait, le réseau continue à survivre. Et c'est plutôt très bien. C'est d'autant mieux quand il y a une diversité des clients qui permet justement au réseau d'avoir des époques qui quand même peuvent ne pas être en inactivity leak pendant trop longtemps. Là, on a parlé de 25 minutes, donc finalement, c'est pas tant que ça. C'est ce que j'allais te dire, en fait, le réseau est sain grâce à cette philosophie d'Ethereum de diversifier les clients et les logiciels, qu'on n'ait pas un seul acteur. Parce que concrètement, si on avait eu un seul client, la blockchain serait tombée à l'arrêt. On aurait beau avoir eu le LMD Ghost et Casper, on aurait eu un seul client, tout se serait arrêté parce que tous les clients du monde auraient été touchés, enfin tous les nœuds du monde auraient été touchés en même temps. Et c'est parce qu'on a différents clients et qu'on en avait environ, je crois que ça représentait 48% des nœuds qui sont restés en ligne, ou 50% avaient prise, mais 50% avaient autre chose, quelque chose comme ça. C'est grâce à ça que la blockchain a pu perdurer en fait. Ça montre l'importance d'une blockchain à plusieurs clients. Et aujourd'hui, Ethereum est de très loin la blockchain qui possède la plus grande diversité. La plupart des blockchains, même Bitcoin, je crois que 98% des gens font tourner Bitcoin Core. C'est massif. Bien sûr. Solana, ils n'ont qu'un seul client, il y en a un deuxième qui arrive bientôt, donc ils font quand même des efforts sur le sujet. Mais c'est très rare d'avoir des blockchains comme ça qui sont diversifiés au niveau des clients. Et c'est aussi la force d'Ethereum, et elle n'est pas à cette place aujourd'hui pour rien. Il y a des raisons qui font que c'est la deuxième plus grosse blockchain de l'écosystème. Ouais, clairement. Et je pense que c'est aussi un rappel sur l'importance de la diversité des clients. Et enfin, ça ne peut pas juste dépendre des équipes de développement, ça dépend aussi des gens qui font tourner des nœuds, des opérateurs de nœuds. Quand vous faites tourner un nœud, choisissez les clients minoritaires, faites votre part, si j'ose dire, quoi. Augmentez la part des clients minoritaires, parce que déjà le jour où le réseau tombe, vous serez content de ne pas tomber avec, puisque les pénalités que vous prenez dépendent aussi de à quel point beaucoup de gens sont en ligne. Donc plus vous tombez avec la masse, plus vous êtes pénalisé, quoi. Si vous tombez avec un client minoritaire, vous êtes très peu pénalisé au final, donc c'est pas grave. C'est ça. Donc choisissez les clients minoritaires toujours. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour le réseau. Et en plus, en vrai, ils sont très bien faits. Pour avoir les stats, vous pouvez aller sur clientdiversity.org pour savoir quels sont justement les clients minoritaires et avoir toutes les stats à ce niveau-là.
Il y a une bonne question qu'on nous pose sur Twitch, c'est est-ce que ce n'est pas directement collé dans le protocole de limiter les clients à un certain pourcentage? Et la réponse est non, absolument pas. En fait, on pourrait avoir le 100% des nœuds validateurs qui font tourner le même client d'exécution ou de consensus. Par contre, l'algorithme est fait pour sanctionner ce type de scénario. Parce que quand il y a 95% des gens qui ont le même client, bah, en cas de catastrophe, justement, il y a l'inactivité leak qui s'active, il y a des grosses sanctions. Alors que si le réseau nativement se diversifie dans différents clients, la chute d'un client entraîne de très faibles pertes. Donc, dans le code source même du proof of stake, il a été pensé ça, et donc on a incentivé, ou plutôt désincentivé, le fait d'avoir un client majoritaire et incentivé le fait d'avoir une diversification de clients. Mais par contre, c'est pas hard-codé dans le code. On peut pas dire c'est 40% maximum et après on n'accepte plus de nouveaux clients Prism, par exemple. Ça n'existe pas. Ce qui pourrait être intéressant. Bah, il faut s'assurer que par contre, il y ait une diversité de clients safe nécessaire à ce qu'il y ait des 40% ou ce genre de choses. Quoi. Donc, pas si évident que ça à mettre en place, mais Ouais, je pense que c'est pas si évident. Ok, mais je pense que ça nous fait le tour du deuxième sujet. Ouais, carrément, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le troisième sujet? Les ordinals, le truc qui a fait exploser Bitcoin récemment. Et du coup, cette grande question, est-ce qu'il y a besoin que Bitcoin imite ce que fait Ethereum? Je le dis de manière un peu provocante exprès. Pour survivre, qu'est-ce que vous pensez des ordinals? Est-ce que c'est ce qui va sauver Bitcoin en faisant exploser les frais de transaction et longue vie aux mineurs? Ou est-ce qu'au contraire, c'est utiliser la blockchain Bitcoin à contre-emploi? Je vous laisse. Vaste question. Vaste question. Par où commencer? Je me lance dans une explication. Enfin, je sais pas si on lance dans l'explication des ordinals, peut-être si certains ne connaissent pas. Ouais, je pense que c'est utile. Ouais, très bien. Je sais pas si je serais le mieux placé pour le faire, mais. Bon, Allez, je me Je suis pas le mieux placé non plus. Ok, je moi non tente. plus. Vous verrez qu'on suit un tout petit peu moins la blockchain Bitcoin que les autres, mais pourtant c'est extrêmement important comme blockchain. Ouais. Donc ordinals. Ordinals, c'est l'utilisation, pas frauduleuse, mais une utilisation non prévue d'une mise à jour qui a eu lieu sur la blockchain Bitcoin qui s'appelle Taproot et qui a permis d'utiliser en fait la data des blocs, enfin les blocs d'Ethereum les blocs de Bitcoin pour stocker de la data tierce, d'ailleurs n'importe quelle data qui est un peu qui est hors des transactions habituelles. Ça n'avait pas été prévu comme ça initialement par Taproot. Taproot en fait avait prévu qu'on puisse stocker un peu plus de data, mais on pensait que ça allait être contraint en termes d'octets. Et en fait non, il se trouve que Taproot permet d'inscrire beaucoup de data, bien plus qu'on le pense lors d'une transaction. Sur la blockchain Bitcoin. Donc en fait, ça permet de faire de Bitcoin une sorte de data layer, donc de blockchain de data où on peut stocker de la data dessus. Et les ordinals, ce n'est rien d'autre que des NFT gravés en data sur la blockchain Bitcoin. Si je devais le simplifier et le résumer initialement. Du coup, tout le débat qu'il y a eu autour de tout ça, c'est est-ce que la blockchain Bitcoin est faite pour ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de cannibaliser l'espace mémoire des blocs, parce qu'un bloc c'est limité, c'est C'est 1 mégaoctet. je crois que c'est 1 mégabyte, voilà, 1 mégaoctet par bloc. Et si on utilise entre guillemets ce mégaoctet et donc qu'on paye des fees pour ce type de stockage de data, est-ce qu'on n'est pas en train de pénaliser les personnes qui aimeraient utiliser Bitcoin pour des transactions financières, telles que prévues initialement par Bitcoin? Enfin, telles que certains pensent que ça a été prévu initialement par Bitcoin. Donc tout le débat est là. Et c'est là qu'on va ouvrir le débat du coup. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Chacun a son avis. Peut-être Ben et Cyril, je vous laisse donner le vôtre. Ou Jérémy, peut-être le tien. Alors, juste, je tiens à répondre à quand même la dernière question de Art Digital. C'est des liens IPFS qui sont mis dans les datas. Il faut comprendre qu'en gros, ce qui est mis à l'intérieur des datas, c'est pas grand-chose. C'est en gros un petit fichier JSON dans lequel tu peux mettre à peu près ce que tu veux. Mais de manière générale, le système est pas non plus très développé. On n'est pas sur du NFT codé en smart contract. Bitcoin n'est pas fait pour avoir du smart contract. Bitcoin est fait pour avoir éventuellement des petits scripts. Et du coup, c'est justement ce JSON qui correspond à un petit script qui est mis en place. Et donc, du coup... pour ou contre pour ce que j'en pense, très clairement, je pense qu'il faut arrêter Bitcoin. Le bouton off. Le bouton off. Arrêtez. Mettons fin à cette supercherie. Non, en vrai, plus sérieusement, je tiens à rappeler quand même un truc qui est le white paper de Bitcoin qui commence par Bitcoin peer-to-peer cash system, si je dis pas de conneries. Ouais.
Peer-to-peer Electronic Cash System, je crois. Electronic Cash System, t'as raison. En fait, il y a un problème dans la définition même de ce que doit être Bitcoin. Bitcoin a été créé pour uniquement une application monétaire. Et du coup, elle est intrinsèquement pas intéressante pour le reste. Et c'est du coup les raisons qui ont fait d'ailleurs la création d'Ethereum. Et même, je me suis un petit peu intéressé à l'histoire de Bitcoin il y a un peu plus tôt dans ma vie. Et notamment, on peut voir pas mal d'évolutions sur Bitcoin. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais notamment en 2014, il y a ce qu'on appelle le OP-Return qui a disparu, qui était déjà un moyen à l'époque de créer du NFT dans Bitcoin et qui a été complètement défoncé par les développeurs de Bitcoin Core parce qu'ils avaient une vision qui était un petit peu différente. Et ça, du jour au lendemain, on ne le dit pas assez, mais la gestion des développeurs de Bitcoin est absolument pas décentralisée et ils ont pu complètement casser Bitcoin Core du jour au lendemain en enlevant complètement OP-Return. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé entre 2015 et 2017 sur notamment ce qu'on appelle les block wars, qui étaient en gros des grandes discussions pendant plus de 2 ans autour de est-ce qu'il faut ou pas avoir des blocs plus gros. Et au final, ce sont les partisans d'avoir des blocs plus petits qui ont gagné. Et après ça, en fait, finalement, on s'est retrouvé à complètement assumer l'idée qu'on n'aurait plus jamais d'applicatif sur Bitcoin. Globalement, la destruction d'OP-Return a empêché l'applicatif sur Bitcoin et les block wars a d'autant plus empêché ce truc-là. Bon. Une fois qu'on dit ça, on se rend compte qu'il y a un gros souci. C'est qu'on a créé une blockchain et donc toute une structure, toute une architecture qui ne permet pas l'applicatif. Et aujourd'hui, on y revient pour on ne sait quelle raison. En réalité, on la connaît la raison, puisque le développeur lui-même d'Ordinals discute, et le développeur même d'Ordinals dit « les frérots, arrêtez d'utiliser ça, c'est pas ouf en vrai. » si vous voulez aller regarder son Twitter, je crois que c'est Domo ou un truc comme ça. Et vraiment, il est là, mais arrêtez d'utiliser ça. Moi, c'était une expérience que j'ai fait parce que Taproot est sorti, parce que machin est sorti, Segwit l'année dernière et ce genre de choses sont sortis. Donc, du coup, let's go, on peut s'amuser avec les technologies Bitcoin. Mais en vrai, c'est pas du tout adapté. Et même plus que ça, étant donné que c'est tellement pas adapté, d'un autre côté, les frais augmentent parce que tout le monde utilise ce truc-là qui est pas adapté, donc les frais augmentent. Donc, du coup, Bitcoin perd son côté Electronic Cash System. Et de l'autre côté, c'est pas adapté, donc du coup, on a des NFT tout pourris, avec juste 3 fonctions scriptées à la main, genre vraiment complètement cassées à la base. Littéralement, hein, enfin, j'ai pas envie de dire de conneries, mais les marketplaces NFT, c'est on décide nous-mêmes de combien on veut minter. La seule limite, c'est une quantité maximum de mint. Et donc, du coup, en fait, si tu es là assez tôt, tu as le droit de minter complètement gratuitement. Et ensuite, tu es obligé de les vendre sur un marché secondaire un peu chelou. Ouais, off-chain, en plus, qui n'est pas on-chain. Donc... Le truc, c'est le bordel complet. Ça n'a aucun sens. Si quelqu'un a créé un NFT qui a tel nom, et les noms, c'est 4 lettres. Donc, du coup, créer toutes les combinaisons de 4 lettres, on peut aller assez vite. Une fois qu'on a créé ces combinaisons de 4 lettres, en fait, derrière, on ne peut plus les recréer. Bitcoin nous en empêche. Donc, littéralement, le truc a aucun sens. Et on est en train de faire en sorte que juste Bitcoin soit complètement saturé de transactions toutes pourraves, parce que du coup, à chaque fois qu'on veut faire un transfert, on est obligé d'envoyer au moins un SAT, donc ça fait des transactions. Enfin, bon, bref, c'est un peu pourri. Soit ce qu'on fait, c'est qu'on redonne à Bitcoin ses lettres de noblesse en disant « Ok, c'est bon, on revient à un système complètement électronique cash system qui est efficient. En vrai, Bitcoin, il est efficient, il n'est pas parfait et il consomme beaucoup trop d'énergie. Mais bon, il fonctionne et il est élégant dans sa simplicité. Soit on arrête d'utiliser, soit on continue à faire ça et on se retrouve avec un Bitcoin qui n'a aucun sens. Et dans 10 ans, Bitcoin est complètement cassé, quoi. Donc Okay. voilà. C'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ton avis. Moi, j'ai pas exactement le même que toi. En fait, je critique comme toi l'usage qui a été fait en fait de cette zone de data, de t'en faire des ordinals, enfin des NFT tout pourris ou des BRC20, ce que tu as décrit là avec les 4 lettres, c'est des BRC20 qui servent à rien. Par contre, le fait d'utiliser Bitcoin comme data layer pour stocker la data, ça c'est extrêmement intéressant. Et ça peut aussi à long terme servir Bitcoin et le sauver. Parce que le gros problème de Bitcoin, c'est sa je trouve pas le mot français, mais sa sustainability à long terme. Le fait qu'il survive à long terme, puisque la survie de Bitcoin dépendra en fait des frais de transaction. La Coinbase qui récompense les mineurs aujourd'hui diminue tous les 4 ans, vous savez, c'est le fameux halving, et on s'en rend pas trop compte, mais en fait, d'ici 24, 28, 32 ans,
cette récompense sera tellement faible que la blockchain sera très très peu sécurisée s'il n'y a pas suffisamment de frais de transaction. Et on a bien vu, ça fait quand Bitcoin était réservé à la transaction de Bitcoin, hein, donc c'était vraiment l'app-chain par défaut, hein, c'est l'app-chain financière qui ne servait à rien d'autre que d'échanger des Bitcoins, les frais de transaction étaient très très bas. C'était un pouillème de pourcent par rapport à la Coinbase. Donc on aurait une blockchain peu sécurisée. Et Bitcoin est malheureusement, dans son système, obligé de trouver une solution par rapport à ses frais. Il faut résoudre le problème des frais de transaction de la blockchain Bitcoin, sinon la blockchain est vouée à disparaître de par sa propre sécurité en fait. Donc il y a plein de solutions possibles, je ne dis pas que celle-ci est la meilleure, mais ça c'en est une au moins. Et donc on a par erreur au moins créé une solution qui permettrait de transformer Bitcoin en data layer. Et ça peut être intéressant, encore une fois pas pour minter des BRC20, mais pour peut-être stocker de la data qui viendrait d'AppChain Cosmos, qui viendrait de rollups sur Ethereum, des rollups qui voudraient se sécuriser à la fois sur Bitcoin et à la fois sur Ethereum. Ça peut être judicieux au final d'utiliser ça pour ça. Donc moi j'apprécie pas l'usage qu'on en a fait de cette data, mais je considère que ça reste intéressant qu'on puisse le faire au final, et peut-être qu'in fine ça servira à sauver Bitcoin. Après je reste partisan de ce qu'a dit Cyril, c'est utiliser une blockchain pour ce qu'elle n'a pas été vraiment conçue pour. Quoique, j'ai lu un truc qui était très intéressant aujourd'hui. Ce qui est intéressant, la toute première transaction du réseau Bitcoin, c'est quand même Satoshi Nakamoto qui lui-même utilise le champ data pour écrire le fameux titre du journal du chancelier, non, je sais plus, Chancellor, je sais plus qui, Save the Bank. J'ai oublié le nom de la crise de 2008 où c'est le titre d'un newspaper qui titre voilà qu'on bail out the banks. Et il écrit ça dans la toute première transaction de Bitcoin. Donc lui-même avait utilisé le champ data initialement. Donc on ne sait pas trop quelle était la philosophie initiale de Bitcoin, mais je veux dire. Ça peut être intéressant à voir ce que ça va devenir. Par contre, je ne sponsorise pas du tout effectivement les NFT. Si vous voulez créer des NFT, vous faites pas, entre guillemets, vous embêtez pas à aller sur Bitcoin. Allez le faire sur une blockchain qui a été conçue pour ça. Il n'y a pas d'intérêt à le faire sur Bitcoin. Ben, j'ai envie de te demander, toi qui es spécialiste de la question des NFT, comment est-ce qu'on fait pour faire des NFT correctement, Ben, s'il te plaît? On les fait sur Ethereum déjà. Pas sur Bitcoin. Non, mais j'avais essayé de faire un tuto sur les ordinals, puis j'ai un peu regardé comment on faisait, etc. Et puis j'ai un peu lâché l'affaire en fait. Je pense effectivement que c'est pas fait pour ça. Enfin, bon, ça peut marcher, etc. Mais au niveau de Bitcoin, je pense qu'il y a des fans de Bitcoin qui doivent se retourner dans leur tombe là actuellement. Ils doivent pas kiffer. Hein. On a deux types de profils. On a des gens qui sont très contents qu'on ait enfin pu faire autre chose sur le Bitcoin et qu'on ait sauvé le fameux problème des fees sur le Bitcoin. Ça y est, on a enfin trouvé des solutions et on sort un peu de ce qu'ils ont appelé le Dark Age Bitcoin, qui est que de 2017 à 2021. Il se passait rien sur cette blockchain. Bon, il y a eu zéro innovation. On a eu Taproot à la fin, ça y est, qui n'était pas conçu pour ça, mais qui a permis de libérer ce type de use case. Donc certains, les plus connus, c'est Eric Wall ou Udi pour ceux qui les suivent, sont des bitcoiners très très qualitatifs, qui connaissent extrêmement bien la technologie de cette blockchain et qui sont très très contents que ça existe en fait. Et puis on a d'autres Bitcoin Maxi qui effectivement se révoltent un peu de cet usage de la blockchain, qui pensent qu'effectivement parce que les fees augmentent, du coup le Bitcoin est plus accessible pour les populations les plus pauvres entre guillemets, et ils ont raison. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que si les fees n'augmentent pas, leur blockchain elle ne sera pas sécurisée et elle disparaîtra. Donc c'est le problème existentiel de Bitcoin en fait, c'est terrible. Si Lightning prend toute la place qu'il devrait prendre normalement, on se retrouve aussi avec zéro fees, donc du coup c'est le bordel. Cette blockchain exactement, leur solution de scalabilité en fait crée assez peu de transactions sur le Bitcoin et ne crée pas de fees, à part l'ouverture et la fermeture des canaux Lightning, il y en aurait quand même, mais leur propre solution de scalabilité ne résout pas leur problème de survivabilité entre guillemets de fees. Donc c'est très dur d'imaginer le futur de Bitcoin. En fait, à 30 ans, on a vraiment du mal à savoir ce qui va se passer. On va peut-être trouver quelque chose. Il y a plein de solutions. On peut rajouter des opcodes pour vérifier des zero knowledge proof. On peut faire plein de choses. Bien sûr. Mais tel quel, c'est un peu difficile. Ça se trouve, c'est Bitcoin qu'on va prendre comme settlement layer et pas Ethereum. Bon, il y a peu de chance, mais si ça se trouve. Bon, c'est ce que je souhaite à Bitcoin. En tout cas, moi, je pense que son futur vient de se transformer en settlement layer pour sécuriser des zero knowledge proof de rollup par exemple ou d'AppChain, pour bénéficier en fait de la sécurité de Bitcoin qui est aujourd'hui très forte, tout en ayant en fait un rollup qui lui est beaucoup plus centralisé parce qu'on bénéficie de la décentralisation et de la sécurité de Bitcoin et ou d'Ethereum. Je pense que le futur sera ça, et pour l'instant je me suis trompé parce qu'on est plutôt parti sur l'aspect data layer que settlement layer. On verra bien lequel gagne, mais bon, l'avenir nous dira ce que ça réserve. Yes. Et merci beaucoup à vous trois et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette première diffusion des chroniques d'Alira.
L'idée pour nous, c'est d'en faire un rendez-vous hebdomadaire, donc tous les jeudis à 12h30, en même temps que votre casse-croûte, vous pouvez suivre une revue de l'actualité de la semaine des techno blockchain et des cryptos par des gens qui sont spécialistes, passionnés et qui sont accessoirement formateurs dans une école qui forme les futurs professionnels du secteur. Si d'ailleurs vous voulez apprendre à faire des NFT correctement, Ben a structuré effectivement un cours complet pour déployer votre première collection de NFT sur Ethereum. Et ce cours commence très prochainement, tout début juin. Donc, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas à aller sur le site, prendre rendez-vous directement et prendre Il rendez-vous. y a le webinar aussi, tu sais, le 31 mai à 18h. Webinar. On organise un webinar, une session de questions-réponses, une présentation de nos modules. Créer votre token et votre collection de NFT. Exactement, c'est le deuxième module qu'on a, c'est lancer stratégie pour lancer un token qu'on a fait avec Serge Petrov de MakerDAO qui a lancé plus d'une centaine de tokens, donc qui a un peu de recul sur la question. Et ensuite, pour les gens qui veulent suivre les parcours de 12 semaines, ce sera rendez-vous en septembre, donc pour les développeurs, les consultants blockchain et les consultants finance décentralisés. Pareil, hein, vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site avec les conseillers formation, ils sont toujours ravis de vous aider à naviguer à travers les différentes manières d'accéder à Alira. C'était un plaisir en tout cas de faire cette première émission avec vous. Carrément. Aussi. Plaisir partagé. C'était cool. C'était un grand plaisir. Juste, je tiens à répondre à une question de MJ Monsters, qui doit très certainement être quelqu'un que je connais. Y a-t-il des guests de prévus pour des lives futurs? Pas prévus, mais ça peut. Mais On il peut y en aura. imaginer ça. Il y en aura. On peut espérer avoir des guests et du coup que nous ne retrouviez pas notre tronche tout le temps. Et très certainement que l'équipe d'Alira pourra aussi participer en dehors de juste nous 4. Yes, on a prévu de prévoir des guests. Prenez soin de vous, à très bientôt et à une prochaine. Salut à tous. Salut. Ciao. Ciao.